Bonjour Monsieur Porcheret. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Alors, après la procédure de la PAS en 2012, vous avez été nommé analyste de l'école, puis vous avez témoigné de votre analyse pendant 3 années. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question pour le site de l'antenne clinique Brest-Quimper. Et notre question est la suivante. En lien avec notre thème de l'année, tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant, comment pourriez-vous éclairer cet énoncé du dernier enseignement de Lacan dans l'après-coup de votre nomination comme analyste de l'école ? Ouais, c'est une belle question d'ailleurs. Je n'oublie pas que pendant mon analyse, qui a duré assez longtemps, plusieurs tranches d'analyse, 3 tranches principalement, je n'oublie pas que je parlais moi aussi de ce qui n'existait pas. Et ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que j'ai construit un roman, mon roman familial, comme disait Freud. Lacan, il appelait ça le mythe individuel du névrosé. Il se référait d'ailleurs à Lévi-Strauss. Et le mythe, pour Lévi-Strauss, c'est donner une forme épique à l'impossible. Donc au fond, il y a de l'impossible. Donc, je viens de dire, je parlais de ce qui n'existait pas, donc d'une fiction que j'ai construite pendant plusieurs années, nombreuses années, mais il y a aussi ce qui existe. Et ce qui existe, c'est du côté du réel, ce que Lacan désigne comme l'impossible, le réel comme impossible. Et donc, ce réel-là, qui est un réel traumatique, comme chez chacun d'entre nous, il y a un réel traumatique, c'est-à-dire traumatisme, dit Lacan, c'est-à-dire quelque chose qui fait trou dans la représentation, etc. C'est un réel contingent qui s'est produit, pour moi, d'une manière singulière. C'est à l'occasion du fait que quand j'étais enfant, j'ai failli mourir à l'âge donc, de 9 mois, parce que la coqueluche, à cette époque-là, était quelque chose qui était mortel, eh bien, il y a eu un impact sur mon corps, si je puis dire, de quelques éléments de langue, de langage, de langue, qui, je dirais, étaient liés à ce contexte. Et j'ai toujours eu des problèmes pulmonaires. Et puis, en construisant mon roman familial, et je dirais surtout mon mythe individuel, je me suis aperçu que c'était récurrent. Il y avait comme une malédiction. C'est comme ça que j'avais indiqué ça. Une malédiction. Malédiction, ça veut dire mal dit. Une malédiction, à savoir que un enfant doit mourir. Il y avait un secret de famille. Mon père avait perdu son petit frère à l'âge de 9 mois pour des problèmes pulmonaires, comme ça pouvait se faire il y a bien longtemps à cette époque. C'était un secret. Ma mère elle-même avait perdu son premier mari dans le contexte de la guerre, 39-45. C'était également un secret. Ils s'étaient rencontrés sur ce secret. Le deuxième enfant, pour mon père, c'était le deuxième enfant qui est mort. Et moi, j'étais le deuxième enfant. 2 sur 2. Et puis, bon, donc, au fond, mon analyse a continué, mais un élément contingent est arrivé
ma famille, ma propre famille, celle que j'ai fondée. À savoir que mon deuxième enfant a failli mourir. Il est condamné. Et là, forcément, ça précipitait le fait de retourner sur le divan pour faire une deuxième tranche d'analyse. Durant cette deuxième tranche, c'est là que j'ai rapproché tous ces éléments, comme ça, par les associations libres, à savoir que un deuxième enfant, toujours un deuxième et un garçon, est menacé de mort. Voilà, malédiction. C'est comme ça que je l'avais dit à ce moment-là. Et puis au fond, d'autres éléments sont arrivés un peu plus tard, qui m'ont permis de reprendre une troisième tranche d'analyse. Un élément contingent, à savoir que chez un très proche, d'ailleurs mon fils aussi, atteint d'un cancer de la langue. Ce mot-là, cancer de la langue, d'abord c'est un côté dramatique, mais un enfant peut mourir à nouveau. Mais cancer de la langue équivoquait avec la question de la langue. Et la langue qui vient frapper le corps. La langue au sens de Lacan, la langue. La langue avant qu'elle soit articulée. Et ça, donc je suis retourné sur le divan. Et là, au fond, comment dire, ce qui est apparu, c'est que ce roman familial, ce mythe individuel du névrosé, qui avait sa pertinence, a perdu de sa consistance imaginaire. Et au fond, je me suis recentré sur mon propre rapport à la langue. Et au fond, ce qui est apparu, c'est que mon fantasme fondamental, qui s'énonçait comme un enfant va mourir, ce fantasme-là était piloté surplombé par un signifiant qui était chez moi inconscient. Sa valeur était inconsciente. Le signifiant croque-mort. Je m'étais aperçu depuis quelques semaines, déjà beaucoup de choses tournaient autour de la mort, mais depuis quelques semaines, je me faisais la réflexion, pourquoi comme ça, toute ta vie, tu t'es intéressé au cimetière, ou quand tu étais adolescent, d'une manière un peu romantique, tu aimais bien aller dans les cimetières, un peu littéraire. Pourquoi, quand tu étais carabin, tu étudiais en médecine, tu te déguisais en croque-mort. Pourquoi aussi, très récemment, donc avant une séance décisive, étant à naviguer dans les Caraïbes, voyant un petit cimetière approcher, lorsque l'on approchait d'une île, je disais à ma femme, tiens, t'as vu comme c'est joli le petit cimetière blanc, comme les tombes blanches, les tombes des enfants dans nos régions, les tombes blanches. Et alors, dans une séance, quelques rêves avaient précipité cette séance. Et bien, dans une séance, je raconte ça à mon analyste, et je peine à retrouver le mot, le signifiant croque-mort, et paf, voilà que le signifiant débarque. Il dit, c'est ça, croque-mort, croque-mort. Ce qui s'est passé, c'est que l'analyste me reconduisant dans le couloir vers la porte d'entrée de son appartement, mime un croque-mort, dérobant son regard, car regardant le mur, muet, sans bouger. Comme je n'entends pas le bruit de la poignée de la porte de la salle d'attente
Je suis en train de reprendre mon manteau qui est sur la patère. Je me retourne et je le vois comme un croque-mort. Il était habillé ce jour-là, c'était contingent, le hasard, d'une manière extrêmement austère, comme s'il allait à un enterrement. Ça a été une interprétation. Il a pris sur son corps ce signifiant, si je puis dire, et m'en a séparé. Je descends l'escalier et, très léger, et arrivé dans la rue, un mot s'impose tout seul, souffle, que je dois aller écrire dans un bistrot après. Dans un tout petit poème, sorte d'haïku, que j'ai appelé l'haïku de ma passe. Un mot tout seul, parce que typographiquement, je l'ai coupé de toute phrase possible. Ça s'est écrit comme ça. Ce que j'ai amené d'ailleurs la fois suivante à mon analyste en lui disant voilà, souffle, il ne reste que ça. Le croque-mort, comme un vêtement de théâtre, de tragicomédie, était plutôt en lambeaux. Et en regardant en arrière, je m'aperçois effectivement combien j'ai pu délirer là-dessus. Alors le mot souffle, là j'ai acquis la certitude que quelque chose s'était séparé. D'ailleurs, j'ai ressenti un allègement dans mon corps, qu'il y avait vraiment, dans toute la construction qui s'était déposée, un caractère de fiction, qu'il ne restait que ça, ce souffle. Et alors, quand je suis revenu, la fois suivante, en déposant ces petits haïkus sur le bureau de l'analyste, je lui ai dit, voilà, c'est ça comme analyste, je crois avoir perçu ce qui peut animer ma position d'analyste. Souffler avec tact sur les fictions de l'être. Souffler avec tact sur les fictions de l'être. Bon. Donc on voit que souffle. Effectivement, on voit bien ça fait référence à tous ces problèmes pulmonaires, tout ça. Ça vient tout condenser d'une certaine manière. Et en même temps, c'est quelque chose qui vient indiquer qu'il y avait eu un événement de corps, un événement qui fait que le cri de ma mère, ou le mien, d'ailleurs coqueluche, n'est-ce pas? C'est le cri du coq. Coqueluche. Et bien que ce cri souffle, on pourrait dire, ce souffle, c'est le cri que, en quelque sorte, qui peut dire ce réel, c'est-à-dire l'imminence de la jouissance, c'est-à-dire de ce réel qui est unique et qui est au centre, au fond, de l'existence de chacun, et celui-ci, toujours singulier, donc unique, est au centre de mon existence. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et le reste, au fond, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste vraiment que ça. Cri, souffle, ça vient résumer totalement ce qui s'est passé pendant une vingtaine d'années. Bien. Nous allons nous arrêter sur ce reste alors. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup.